frontières et qui démantèle ses armées. Le traité de Versailles permet à la France de réintégrer les territoires d'Alsace et la guerre nous a enseigné le prix qu'il faut attacher à la préservation du sol national. On sait le sort qu'elle réserve aux populations des territoires envahis. Il faut donc défendre notre sol à la frontière même, déclare le chef d'état-major des armées, le général Weygand. Quant au vainqueur de Verdun, le maréchal Pétain, il écrit dès 1919 « La fortification permanente a rempli son rôle. Elle est restée debout, en état de faire sentir une action efficace quand tout autour d'elle était emporté. Ériger une barrière de béton et de feu entre la France et l'Allemagne. Telle sera la stratégie choisie par Paul Painlevé, ministre de la Guerre en 1924. C'est André Maginot, qui lui succède en 1929, qui doit défendre au Parlement le projet de fortification des frontières. Maginot jouit d'une grande popularité. Ses origines lorraines, son engagement comme volontaire dans la guerre et la grave blessure qu'il a reçue lui assurent dans l'opinion la stature d'un grand patriote. En janvier 1930, il fait voter en un temps record les crédits nécessaires pour donner à la France la plus grande fortification de son histoire. Je songe à cette armée à laquelle 30 Français sont dévoués et je dis que ce serait trahir l'intérêt national de ne pas faire tout ce qui dépend de nous pour y conserver son moral et sa force. Le génie et l'artillerie vont être confrontés à un immense défi. Construire un rideau de feu d'une densité jamais atteinte, capable de briser toute offensive allemande. La conception de cette ligne s'appuie sur la dispersion des feux et les appuis réciproques entre les ouvrages. L'ossature de l'ensemble est constituée de gros ouvrages, ne laissant apparaître en surface que des organes d'observation et de blocs de combat. Ils sont dispersés sur le terrain et reliés par des galeries plongeant à plus de 30 mètres sous terre. À plusieurs kilomètres en arrière se situent les casernements, l'usine électrique, les soutes à munitions. Système défensif français. C'est à André Maginot que la France doit de conserver toutes ses forces vives à l'abri de ses frontières nationalistes. En 1936, un événement va sonner comme un coup de tonnerre dans le ciel. L'équipage enterré, le luxe d'un bain de soleil. Le cœur de l'ouvrage, qui lui fournit son énergie, est une énorme usine électrique. Ses poumons d'acier assurent le renouvellement de l'air et la protection contre les gaz asphyxiants. Les systèmes de transmission permettent à chacun des ouvrages de communiquer entre eux et d'être en contact permanent avec l'état-major. Toute cette logistique est au service d'un seul objectif, la puissance de feu de la ligne Maginot. Sous ces tonnes de béton armé, la ligne Maginot n'attend plus qu'une chose, l'épreuve du feu. Mais en dépit de quelques escarmouches du côté de la Sarre, Français et Allemands se... Reste le temps de mettre vos vestes et tout, parce qu'il va faire très froid, très vite. 18 millions de francs d'époque. Aujourd'hui, une telle réalisation dépasserait les 70 millions d'euros. Avec ses 5 km de galeries creusées 30 mètres sous terre, destinées à accueillir les wagons de munitions et de matériel qui arrivaient par une voie ferrée étroite de 60 depuis la gare de Saint-Louis-les-Bitches. Elle est défendue de part et d'autre par un canon anti-char de 47 mm, encore visible à droite dans son créneau de tir, ainsi qu'un jumelage de mitrailleuses et 3 fusils mitrailleurs. Au 207e bataillon de génie de Forteresse, en qualité d'électromécanicien. J'avais ordre de prendre mes quartiers à l'usine sur le champ. Je suis
passé par cette porte blindée qui s'ouvre sur le hall de transbordement souterrain. J'ai vu les locotracteurs électriques à trolley, alimentés en 600 volts par la caténaire fixée sous la voûte et qui prenaient le relais des locomotives diesel de l'extérieur. On appelait ça le métro. J'étais plein d'enthousiasme. Qu'est-ce qu'on avait à craindre là-dedans? À part la bétonite, pénétrable, inviolable, imprenable. Voilà ce que j'ai pensé. Je savais que là-dedans, je ne connaîtrais pas l'enfer des tranchées de Verdun. Mais je savais pas combien de temps la drôle de guerre allait durer. Ni l'amertume qui nous attendait, mes camarades et moi, 10 mois plus tard. Le 3 septembre 1939, on a compris que c'était vraiment la guerre. Et on a commencé à attendre. Se relayait par quart et disposait de vivres et de carburant en quantité suffisante. On restait en alerte, mais il ne se passait rien. Au début, les divisions qui nous coiffaient. Le moteur et de la ventilation, dans les odeurs de gasoil, l'humidité et la promiscuité surtout. Pas moyen de s'isoler. Alors une lettre, un colis, et puis tout de suite c'était la fête. Dans les blocs de combat, ils avaient beau rester sur le qui-vive, difficile de ne pas s'ennuyer. Alors on faisait des exercices de sécurité. Alerte dans l'ouvrage, on coupait le jus, on passait tout en manuel, les tourelles, l'approvisionnement en munitions, tout, ça nous occupait. Dans la caserne, chacun s'organisait à sa manière pour tout le temps. Bolotte, poker, bridge, une cigarette, pour se réchauffer un petit coup de taf ou de pinard si vous préférez. Il m'arrivait de croiser des malades imaginaires, des types qui rêvaient de retourner à l'arrière, retrouver la famille et les copains d'avant. Oh, c'était pas la majorité, loin de là. On était fiers d'avoir le privilège d'être ici, de défendre les frontières, le drapeau, la patrie, dans ce fleuron de la technique défensive moderne. Mais tout le monde se demandait combien de temps ça allait encore durer, cette drôle de guerre. Il y avait ceux qui étaient pressés d'en découdre, qui rêvaient que les Allemands attaquent enfin pour qu'on puisse faire cracher la poudre et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Et puis il y avait les autres, la majorité silencieuse, qui voulait seulement rentrer chez eux et reprendre leur vie où ils l'avaient laissée. À force de plus voir le temps passer, le soleil se levait et se couchait, on perdait tous un peu la boule. Je me souviens du 24 décembre. C'était pas la joie dans le trou. Toujours la même lumière, la même température. De l'autre côté de la frontière, c'était Noël aussi. Ils faisaient sûrement la même chose que nous. Et pourtant, faudrait bien qu'un jour on se tape dessus. C'est toujours la même histoire. J'entendais les gars qui priaient « Seigneur, faites qu'on rentre à la maison le plus vite possible. » Du cimetière rouge. Ce couloir dessert à droite les 7 alvéoles de stockage successives, 5 pour les munitions, 2 pour la poudre. Au total, 35 000 obus pouvaient y être stockés. Au plafond, un monorail avec pont roulant facilite le déchargement des caisses dans les différentes cellules. Les munitions sont ensuite disposées dans des châssis métalliques à 50 heures de la ligne. Issu du célèbre 75 de campagne modèle 1897, qui s'avéra si efficace durant la Première Guerre mondiale, il fut modifié pour devenir une arme spécifiquement de forteresse. Poids fixé à 2 potences,
nécessaires compte tenu de l'augmentation, sont équipées chacune de 3 canons de ce type. Au total, le Simpson-Hof compte 6 tourelles avec 2 redoutables lance-bombes de calibre 135, un canon très court, qui pouvait projeter de mitrailleuses Mac 31. La combinaison de tous les types d'armes que nous avons, canons obusiers de casemate. À l'intérieur des blocs d'artillerie, les transmetteurs gazés. Des alarmes retentissent dans tout l'ouvrage. L'air est alors pur. Tout à fait pur. Fait-il jour? Fait-il nuit? Il me tarde de vous revoir. Lucien. Je m'appelle Lucien Bogart, canonnier au 150. Un an plus tard, la Tchécoslovaquie fut rayée de la carte. Il avait fallu l'invasion de la Pologne en septembre 1939 pour qu'on mesure enfin le vrai danger de l'Allemagne nazie. Mais c'était trop tard. Aujourd'hui, 9 avril 1940, l'Allemagne a envahi le Danemark et les principaux ports de Norvège. Les jours qui ont suivi, les exercices d'alerte se sont multipliés. Dans une tourelle de 75, vous ne voyez rien. Vous tirez à l'aveugle, d'après les données du PC artillerie. Les ordres vous parviennent comme les obus, mécaniquement. Un coup de klaxon, un regard au cadran, vous n'avez plus qu'à envoyer la rafale de 80 coups. Vous ne sentez même pas la poudre. L'odeur est chassée. 10 mai 1940. Chers parents, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Quelqu'un a frappé contre le métal de la cloche. J'ai ouvert le créneau. Un homme était dehors en uniforme allemand. Il me regardait fixement. C'était moi. En me réveillant ce matin, j'ai appris que les Allemands étaient entrés en Belgique. Le 12 mai, on a tiré pour appuyer nos troupes près de la chapelle des Saints. Le lendemain, les Allemands répliquaient par une cinquantaine d'hommes. Heureusement pas du gros camion. Quand l'ennemi tire avec des canons de 150 sur les parois et les ponts on entend d'abord une sorte de crissement aigu. C'est l'obus qui s'enfonce dans le béton. Et puis vient l'explosion. Une secousse prodigieuse. On ne peut pas rester dans les parages tant qu'on vous fait souffrir. Vous avez l'illusion que le fort bouge comme un bateau dans la boue. C'est la débâcle. Nos troupes ont toujours un temps de retard. Les Allemands passent par les Ardennes alors on les attendait là. Ils ridiculisent nos stratèges. Sur les routes de campagne, des milliers de pauvres gens désertent villes et villages pour fuir l'ennemi. Les Stuka mitraillent les colonnes de réfugiés. Dans plusieurs passages, pour en tuer plus grand nombre. C'est la TSF qui nous décrit ses horreurs. On pense à nos femmes, à nos parents. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a plus de lettres d'eux. Que font-ils? Ils vont être obligés de fuir eux aussi. Mais pour aller où? Insupportable de se sentir coincé ici, impuissant à les aider. Le 13 juin, les troupes qui protègent nos intervalles reçoivent l'ordre de se replier. On est chargé de couvrir leur retraite. Et le lendemain, c'est la consternation. Les Allemands lancent une grande offensive entre Forbach et Sarreguemines. Ils parviennent à percer et se rabattent derrière la ligne imaginaire. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à me chercher avec moi. Notre soldat, après nous, et non les moyens de mettre fin aux activités. Le lendemain du discours de Pétain, le général de Gaulle proclame la poursuite de la lutte à la radio anglaise. Ici, on se prépare au combat. À l'ouest, le Haut-Poirier est attaqué. Les hommes se rendent 2 jours plus tard. Le 21, quand les Allemands s'en prennent au Belchoff, on tire pendant 3 jours et 3 nuits. Les canonniers se relèvent 24 heures sur 24, on tire jusqu'à 30 coups par minute, un obus toutes les 2 secondes. Qui entrerait en vigueur dès que l'Italie l'aurait signé. Le 24 juin 1940, à 23h30, 1 heure avant le cessez-le-feu, le Simserov a tiré pour la dernière fois. En attendant l'ordre de sortie, notre colonel a fait préparer notre départ en train vers la zone libre. Il était persuadé que l'ennemi nous renverrait chez nous, comme il l'avait fait à Bitch en 1871. On a rangé nos affaires, fait nos pactages. Il nous tardait de sortir. On allait enfin savoir ce que nos proches étaient devenus. On était à la fois heureux et inquiets, évidemment. Et puis, nous avons perdu près de 100 000 hommes. Jamais une guerre n'avait fait autant de morts. C'est intitulé à partir des rivages de la vieille Angleterre.
Dans les mois qui ont suivi la libération de Paris, ça a été la déroute totale en Allemagne. Un matin d'avril 1940. Il faudra attendre le 15 mars 1945 pour que tout le secteur de Bitche soit libéré. Le gouvernement français décide de cesser l'entretien de la ligne Maginot en 1964. Mais le génie se propose d'en conserver un tronçon. C'est le Simserov qui est choisi. J'étais de ceux qui voulaient qu'on le détruise. J'aurais aimé faire disparaître les 10 mois que j'ai passés dans ces galeries. Mais on n'efface pas la souffrance. Alors, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue au Simserov, je m'appelle Pauline. Attention, je vous ai alors, nous sommes sortir du fort et ainsi de s'exposer à la limite pour charger le mortier. Le petit problème, c'est qu'on ne voyait pas s'il y avait quelque chose qui traînait dans le canon. Donc, au contact d'un caillou ou d'un grappin, le mortier implosait. Donc, c'est pas très pratique. Ouais. En dessous, voilà, par contre, quelque chose qui a été beaucoup utilisé pendant la guerre, c'est... Alors, je vais juste en entendre. Il est utilisé les cloches, les fenêtres et même les portes. En effet, celui qui se trouve tout en haut était utilisé au niveau des portes blindées. Ne posez pas de questions métaphysiques, est-ce que je dois faire ou pas? Il obéissait aux ordres tout simplement. Et d'ailleurs, là, on peut bien voir, on peut choisir le degré. Oui, déjà à l'époque. Dès qu'une pièce était endommagée, on allait directement dans le magasin, on prenait une pièce de... Alors, ici nous sommes dans la salle des groupes électrogènes. Nous avons 4 moteurs de type... Je vais juste vous préciser ici que les soldats n'avaient pas de cantine, donc ils devaient manger à l'intérieur même de cette galerie, sur de petites tables rétractables qui se trouvaient à droite et à gauche des passelarts. On a avalé. De toute façon, à l'époque, tous les déchets finissaient tôt ou tard dans la vallée. Il n'y avait pas de tri, ça n'existait pas. Donc on l'entend même plus loin. La salle des moteurs et des chambres, ce ne sont pas les seuls robinets du fort. On a d'autres chambres un peu plus loin, d'autres salles un peu plus loin. Alors ici, nous sommes dans le PC. Le poste central, le poste de commandement, ça dépend finalement. Par exemple, celui-ci, le bleu, c'était pour le des personnalités politiques, notamment, mais également pour le transport des officiers, qui avaient le privilège de ne pas pouvoir, et qui était donc censé freiner tout un convoi de wagonnets qui allait trop vite. Donc le terrain. Alors ici c'est la première salle de l'infirmerie. Ici il n'y avait pas de table, donc il n'y avait pas d'accouchement. Ce genre d'outil nous étudions. C'était le patient lui-même qui devait médailler. Oui, c'est ça. Donc on devait dire très vite. Très vite même. Vu qu'il y en a 3, mais en fait c'est pas la même veste. Parce qu'ici on avait un aspirant qui avait des techniques assez spéciales, on va dire. Un jour il est sorti du fort pour aller... Alors ici une chambre de malade, comme vous pouvez le voir, ça donne pas très envie d'être malade. C'est assez... Bon, ça je sais pas trop, mais normalement elles n'ont pas lieu d'être ici. Alors ici nous avons une chambre. Dans ces cuves, on faisait cuire des soupes, des bourguignons, des ragoûts, finalement tout ce qui peut être en urgence. À mon niveau,
On avait des gendarmes qui faisaient des petits groupes de 6 soldats maximum et pouvaient ainsi s'échapper vers les escaliers sans trop de problèmes, on va dire. Généralement, quand les gens appellent avant, la réceptionniste leur dit de venir jusqu'en bas. Ah voilà, nous on est tout en haut. Oui, c'est la punition. C'est ceux qui ont eu suffisamment de spontanéité pour venir vous voir sans...